Vous écoutez Bitume, l'émission pour comprendre la ville. Sur choc.ca. En 2004, naît à Montréal un nouveau parti municipal qui s'appelle un nouveau parti à l'échelle municipale qui s'appelle Projet Montréal. Et dès le départ, il se donne comme mission d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers, de verdir la ville et de repenser son aménagement. Aux élections de 2005, le parti fait une première entrée au conseil municipal avec l'élection de Richard Bergeron. En 2009, il réalise une percée importante en remportant 13 sièges. Puis arrive 2017, Projet Montréal remporte la mairie et propulse Valérie Plante à la tête de la ville, marquant le début de 2 mandats successifs. Mais aujourd'hui, le vent a tourné et aux dernières élections, c'est le parti rival Ensemble Montréal qui prend le pouvoir finalement. Alors une question se pose, comment Projet Montréal, désormais dans l'opposition, peut-il se réinventer pour continuer à porter sa vision de la ville ? Vous écoutez bien Bitume sur choc.ca, l'émission urbanistique qui décortique la ville pour les néophytes comme pour les experts. Autour de la table, nos 2 chroniqueurs et journalistes, Rémi Foisy et Raphaël Chemla. Bonjour Rémi, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien Pascal. Alors Rémi, comment ça se passe pour le début de l'hiver pour toi ? Il a été dur un peu, je dirais, pas beaucoup de lumière là, ce mois de novembre-là. Il a fait froid, beaucoup de neige. Je veux dire, il y a aussi la grève de la STM. C'est assez quelque chose. Fait que oui, je pense qu'il y a eu des meilleurs débuts d'hiver. Mais, avec nous aussi Raphaël Chemla. Raphaël, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et alors pour toi, le début de l'hiver, comment ça se passe ? Vitamine D, c'est ça. Vitamine D. C'est ça. On est là-dessus. On est là-dessus, ouais. Alors pour répondre à cette question, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité la nouvelle chef intérimaire de Projet Montréal et donc chef de l'opposition Erika Alneus. Est-ce que je prononce bien ? C'est très bien prononcé, merci. C'est vrai ? beaucoup. Bonjour Erika, comment allez-vous ? Je vais bien, contente d'être avec vous. Alors félicitations parce que vous avez été nominée et puis aussi vous avez remporté l'élection en tant que conseillère de ville de Rosemont-Petite-Patrie. Oui. Alors qu'est-ce que ça fait un conseiller de ville ? C'est quoi le rôle du conseiller de ville ? On peut le voir de 2 façons. On peut voir son rôle par rapport à la loi. Donc, il y a ce qu'on appelle un conseil municipal. À Montréal, un conseil d'arrondissement. Et la première chose, c'est de siéger pour s'assurer d'adopter des règlements, des contrats à la base. Mais il y a le côté politique. Puis le rôle d'un conseillère, c'est de vraiment représenter les revendications de ses citoyens. La beauté au municipal, contrairement aux autres paliers de gouvernement, c'est qu'on a une proximité. Les conseillères, le niveau municipal, c'est le quotidien dont on prend soin. C'est les poubelles, c'est le déneigement, c'est des parcs, c'est les activités culturelles, c'est les activités sportives. Je dis souvent que l'honneur que j'ai d'être conseillère, c'est de pouvoir accompagner la qualité de vie des gens dans leur quotidien. Donc ça, c'est le rôle premier. Puis c'est de représenter les gens aussi qui ont des propositions, des préoccupations sur leur qualité de vie dans le quotidien. Puis nous, on est les personnes porte-parole qui jouent ce rôle-là dans les conseils d'arrondissement et aussi au conseil de ville de manière plus large. Et donc maintenant, nouveau rôle, vous êtes aussi donc la chef intérimaire de Projet Montréal. Et Projet Montréal, on pourrait le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, siège à l'opposition. C'est exactement ça. On c'est au siège niveau comme du conseil opposition municipal officielle. Okay. Donc, on peut avoir des fois une première, une deuxième ou une troisième opposition. Donc, on pourrait dire qu'on est l'opposition officielle, donc la première opposition à l'administration actuelle. Et alors, qu'est-ce que peut faire l'opposition au niveau du conseil municipal ? Quel est le rôle de l'opposition ? Le rôle, et c'est le rôle à première vue, c'est déjà de poser des questions à l'administration. Donc, l'administration prend certaines décisions. Nous, c'est de poser des questions.
ou même de défendre certaines positions que les citoyens nous donnent face à certaines décisions que l'administration pourrait prendre. Dans le cas précis de ce nouveau mandat, on sort, comme vous l'aviez dit, de 8 ans au pouvoir. Il y a des legs qu'on a laissé aux Montréalais. Il y a des réalisations qu'on a fait. Puis moi, je vois vraiment ce mandat-là à l'opposition comme un rôle de chien de garde, mais pas juste pour défendre, mais aussi pour proposer. Pas parce qu'on est à l'opposition qu'on ne peut pas continuer à rêver notre ville, à voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, on veut être capable d'être critique, mais aussi constructif, puis d'être dans l'innovation aussi. Donc, c'est le rôle que je dirais qu'on veut jouer. Puis même lors du dernier conseil municipal, on a annoncé ce qu'on appelle un cabinet fantôme. L'administration a un comité exécutif, donc ce sont des responsables de dossiers. Dans les autres paliers, on parlerait de ministres. Nous, ce qu'on a décidé de faire, l'opposition, c'est de choisir des gens qui seraient liés à des dossiers que le comité exécutif va suivre. Donc ça nous permet vraiment de jouer notre rôle de chien de garde, de voir les orientations qu'ils ont envie de prendre, puis de poser des questions, puis aussi se battre pour certains legs, puis aussi, puis c'est important, on a été nommé à l'opposition, non pas de manière, puis ça c'est important, les gens ont voté par milliers pour nous. C'est ça aussi, donc on peut voir comme perdre ou gagner au niveau du pouvoir pour prendre des décisions, mais à la base, quand tu es élu, tu représentes des gens. C'est ce que je disais au départ. Donc, on aura un rôle important parce qu'il y a des dizaines de milliers de Montréalais qui ont voté pour Projet Montréal et qui s'attendent à ce que l'on défende des valeurs progressistes, écologistes, féministes, antiracistes dans la conception de la ville d'aujourd'hui puis de demain. Donc, je le vois comme c'est un ajustement aussi de passer de l'administration à la position, mais ça ne dénature pas notre vision, notre amour et notre engagement pour la ville. Raphaël, excuse-moi, je crois que je t'ai un peu coupé l'herbe sous le pied. J'espère que j'ai pas squeezé une de tes questions. Je la squeezerai différemment. Mais j'aimerais juste revenir sur le cabinet fantôme. Est-ce que c'est des membres conseillers élus ou est-ce qu'il y a aussi des membres finalement du milieu communautaire qui peuvent faire partie de ce cabinet fantôme? C'est vraiment des élus. Okay. Donc, c'est vraiment à l'intérieur des élus de l'opposition officielle, donc de Projet Montréal, qui vont jouer le rôle de ceux et celles pendant le conseil municipal, qui vont poser des questions à l'administration sur certains dossiers donnés. Donc, moi, je suis la chef de l'opposition. Mon rôle est de poser des questions à la mairesse, mais j'ai aussi d'autres dossiers qui me sont adressés dans le cabinet fantôme. Donc, les dossiers qui sont liés aux relations intergouvernementales, les dossiers liés aux relations internationales, au TI, mais aussi à la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, au niveau des dossiers qu'on va étudier, je me permettrai dans le cabinet fantôme de poser des questions sur certains dossiers en lien avec les sujets dont je vous ai parlé. C'est les responsabilités là que tu viens d'énumérer. Puis comme chaque personne qui se sont faites élus sur Projet Montréal qui peuvent être dans le cabinet fantôme ont leur propre expertise. Exactement. Puis, il y a aussi le fait d'apprendre de nouvelles expertises. C'est ça la beauté d'être élu. Moi, j'ai été élue la première fois en 2021. Puis c'est un quartier que j'habite depuis le quartier de Rosemont. Plus précisément, moi, je suis conseillère dans Étienne Desmarteaux. Étienne Desmarteaux, pour votre information, qui est le premier Québécois à avoir remporté une médaille olympique en 1804 aux Jeux de Saint-Louis. Et c'est très drôle parce qu'il a remporté une médaille pour le lancer du marteau. C'est quand même drôle quand tu t'appelles Étienne Desmarteaux, mais bon. Mais donc, moi, j'habite Rosemont, la petite patrie, depuis 2008. Je suis originaire des Cantons de l'Est. J'ai déménagé à Montréal. J'ai vécu 2 ans sur le plateau, puis j'ai trouvé mon petit nid à la même place que j'habite encore aujourd'hui, dans Rosemont, la petite patrie. Puis ça m'a permis de voir mon quartier évoluer. Donc, quand j'ai fait le saut en 2021, j'ai pu voir tout le... Vous me permettrez l'expression, mais tous les dessous du travail du municipal. Tu sais, vous vous levez le matin, vous faites vos affaires, vous sortez, vous marchez pour aller à l'école, vous prenez l'autobus, mais il y a tout
tout un orchestre qui s'occupe de ça puis qui organise ça. Donc, la beauté, je trouve, dans le contexte où on est en cabinet fantôme, c'est qu'on peut développer des nouvelles expertises. Moi, je viens du milieu plus communautaire. J'ai travaillé sur plusieurs causes liées aux personnes vivant au VIH/SIDA. J'ai travaillé avec des femmes, j'ai travaillé avec des hommes, j'ai travaillé avec des jeunes beaucoup. Mais la vie a fait que je suis devenue élue. Puis là, j'ai découvert c'était quoi le déneigement, qui est maintenant une passion pour moi. Ça veut dire quoi, toutes les opérations de collecte des ordures? T'sais, vous m'auriez dit, il y a 10 ans, ben, tu vas te passionner pour le déneigement, j'aurais un peu ri. Ouais, tu n'aurais pas cru, c'est exactement. ça. Ouais. L'urbanisme. J'ai eu la chance, dans le dernier mandat, d'être responsable du patrimoine. Passion, là, c'est comme si Cupidon m'avait tiré une flèche, puis ça m'a amené à voir la ville autrement. C'est son caractère historique, le fait que plusieurs communautés ont forgé la ville sur laquelle on marche aujourd'hui, tu sais. Donc, je veux quand même amener le fait que par rapport au cabinet fantôme, c'est vraiment, comme vous le disiez, des élus qui jouent ce rôle-là, mais c'est une opportunité en or de découvrir la ville sur plein de coutures. Ah, c'est sûr. Puis c'est très intéressant d'avoir des gens d'un point de vue citoyen aussi, de l'expérience citoyenne, qui peuvent après poser des questions à l'administration. Et là-dessus, l'administration, elle est obligée de vous répondre. C'est ça le rôle, parce que opposition officielle, ou est-ce que c'est des interrogations qu'on fait et puis après ils vont... Comment ça se passe quand on fait une interrogation? Dans le cadre du conseil, il y a une chaîne YouTube. Pour diffuser le conseil en puis direct, ils diffusent le conseil en direct. Puis c'est une belle façon de comprendre. Donc, il y a vraiment... on a un ordre du jour, puis il y a toujours une période des questions du public. Donc, le lundi soir, à 7h, les citoyens peuvent venir poser leurs questions. Et on lit aussi des questions que les gens nous envoient en ligne. Il y a aussi ce qu'on appelle la période des questions des conseillers. Donc, moi, je me lève étant dans l'opposition pour poser une question à la mairesse. Il y a le leader ou la leader qui pose une question à quelqu'un de l'administration et les conseillers peuvent poser des questions à l'administration qui est en charge de prendre les décisions sur certains dossiers. Donc, ça nous permet aussi de par la suite, adopter certains dossiers. Puis c'est là aussi où on peut poser des questions. Je vais prendre un exemple. L'ordre du jour fonctionne par numéro. Il y a une section toponymie, donc sur la nomination de lieux ou des processus... donc là, toponymie, c'est plus le nom de lieu et tout ça. Je pourrais très bien me lever pour faire une déclaration. Je vais prendre un exemple. Un des dossiers, c'est Julio Jean-Pierre, la bibliothèque Julio Jean-Pierre, qui est dans Montréal-Nord. Puis de dire que c'est une très bonne nouvelle, mais pourquoi ne pas avoir choisi une autre personne? Je pourrais poser la question à la personne responsable aussi. Donc, c'est ce genre de choses-là qui se passe pendant le conseil. Il y a des dossiers, on ne pose pas des questions sur tous les points dans le conseil. Il y a des points qui sont quand même consensuels, mais c'est notre travail aussi de pouvoir poser des questions, puis de peut-être voter contre quand on trouve que ça ne rentre pas ou ça ne convient pas à nos valeurs, ou on trouve que ça n'apporte rien de bon par rapport aux citoyens. Il n'y a pas de gain collectif par rapport à ça. On va passer un petit extrait musical d'un groupe qui s'appelle Bhopal Flowers. C'est un groupe qui mixe un petit peu rock et musique indienne. Et on reviendra tout de suite justement avec vous, Erika, pour continuer à discuter un petit peu des problématiques autour de la municipalité de Montréal et des relations entre la ville et les arrondissements. Et ça va être un peu ça aussi. Belle question. Alors tout de suite, Bhopal Flowers, Bird of the Tree. Et on est de retour sur Bitume, sur choc.ca, toujours avec Erika, Rémi ou Raphaël. Je pense que Raphaël, avant qu'on commence à lancer le dernier morceau, tu avais une question pour Erika justement. Mais on a beaucoup parlé de comment ça fonctionnait dans la défense, enfin pour incarner l'opposition dans le conseil municipal. Puis là, je me demandais, on a parlé d'antiracisme, on a parlé de valeurs, mais qu'est-ce que ça va être la signature en tant qu'opposition de Projet Montréal? Parce que c'est nouveau de se retrouver dans cette position-là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce qu'en 2009, Projet Montréal était dans l'opposition. En 2013. Ouais. Ça fait longtemps, mais ça veut pas dire que... puis c'est ce que j'ai dit lors d'une conférence de presse, là, on connaît l'opposition, c'est un peu comme faire du vélo, là. On s'en souvient toujours, on n'oublie pas. Je pense que la signature ça va toujours d'incarner nos valeurs. Puis j'ai parlé de progressisme, j'ai parlé de
d'écologie, je parle d'être antiraciste, d'être féministe. Je pense aussi que ça va être dans une posture d'écoute, puis une posture où on est, je pense qu'on nous peinture étant pas capable de dialogue, puis je pense qu'on est définitivement capable. Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer? Définitivement. Mais c'est aussi d'être ceux qui ont le courage de rêver la ville de demain, puis d'avoir... tu sais, Projet Montréal, c'est un parti de tous les courages. Je pense que maintenant, il va falloir être plus pédagogue pour être capable d'amener les gens dans cette direction-là. Je tiens quand même à le dire, puis pendant la pause, on parlait d'un aménagement qu'on a fait dans mon district qui s'appelle le Carré Augier. Il y a eu de la résistance, mais il y avait des enjeux qui étaient importants, des enjeux d'inondation, je tiens à le dire. Les riverains, à l'époque, ont poursuivi la ville. Ça a coûté des millions. Là, on le sait, là, qu'il va pleuvoir comme ça, qu'il y a des enjeux de changement climatique Ça va continuer. partout sur le territoire. Puis, il y a des arrondissements qui n'ont pas pris cette tangente-là. Nous, on a pris cette tangente-là. Puis, on voit l'impact au niveau des inondations chez les gens. Il y a encore du travail à faire. Donc, ça veut dire qu'on va toujours continuer à être courageux, mais je pense qu'on va devenir plus pédagogue, puis on va avoir cette posture où on va pouvoir, et moi, c'est mon souhait, c'est qu'on puisse rassembler tout le monde. Projet Montréal est un parti qui est pour tout le monde. Aujourd'hui, mais pour ceux qui viennent pour demain. Moi, c'est vraiment une préoccupation que j'ai. On peut être nostalgique d'une vie, mais il faut aussi penser à ceux qui viennent après nous, qui vont s'attendre à ce qu'on leur laisse quelque chose aussi de qualité par rapport à ça. Puis, tu sais, les fondateurs de Projet Montréal, c'est des gens d'urbanisme, c'est des gens qui souhaitaient un peu de beauté, chose qu'on ne voyait pas de la même façon au début des années 2000. Puis je pense que ça a transformé la ville. On regarde le Square Philippe. On peut penser à une chose qui a été faite en collaboration avec la nation Mohawk de Kanawagé, c'est le parcours Peel. Donc, quand vous partez de Peel et Saint-Antoine, puis vous allez jusqu'à la montagne, il y a un parcours avec des œuvres d'art qui racontent l'histoire des communautés Mohawk. Puis ça, je pense que c'est pas à sous-estimer comme façon de vouloir aménager la ville. Puis, une des choses, c'est que pour Projet Montréal, la motivation première, c'est le Montréalais. Puis ça, souvent, on va opposer ça à une réalité de métropole. Et je pense que les Montréalais sont de loin les meilleurs ambassadeurs de leur ville partout. Puis Montréal n'est pas New York et c'est correct. C'est pas Toronto puis c'est pas Paris. Puis je me souviens, Mme Plante a dit lors d'un événement qui était le jour de l'anniversaire de Montréal, elle a dit Montréal est à la fois grandiose et intime. Puis ça, je pense que c'est ce qu'on a voulu incarner puis qu'on doit continuer d'incarner. Puis je pense que pour moi, cette période d'opposition est un petit pas de tcha-tcha sur le côté pour mieux revenir dans 4 ans. Puis je pense qu'on va réactiver des choses, aller à la rencontre de membres, de militants. On est un parti qui émane des membres et de ses militants. C'est important, je veux dire. Luc Rabouin, qui a été candidat à la mairie, c'est émanant d'une course à la chefferie. C'est 6000 personnes qui étaient membres lors de la course à la chefferie. C'est pas tous les partis municipaux qui sont capables de faire ce genre de choses-là. Puis ça, je pense que faut pas oublier qu'un parti politique peut être un lieu où la vitalité démocratique est affirmée. Et je trouve qu'en ces temps particuliers, c'est réconfortant. Moi, je suis très fière de faire partie de cette formation politique qui a à cœur aussi cette vitalité démocratique. Moi, des fois, on la prend pour acquis, puis il ne faudrait pas. Puis je pense que Projet Montréal va toujours continuer à vouloir prendre soin de ce rôle-là démocratique à un niveau municipal. Vous êtes le seul parti à justement faire des élections genre interpartis pour savoir qui va être le chef. Je pense Exactement. pas qu'Ensemble Montréal, les autres le font. Là. Tu penses pas que c'est pas tout le monde qui le fait de la même Transition façon. Montréal, ils le font pas, ça? Non, ils l'ont pas fait. Non, je suis quasiment certain qu'ils l'ont pas fait. Ils ont ouvert, on va être précis, hein? On va être précis. Ouais, c'est ça. Il y a quand Faisons du même fact-checking. eu un appel à la chefferie de la part d'Ensemble, puis je pense que bon, il y a une seule personne qui s'est présentée. Bon, je vous invite à suivre l'actualité parce que ça a été un petit peu plus rocambolesque que nous. Malgré que... Oui, on l'a vu. On l'a pas mal suivi. Puis on l'avait commenté. je vais leur laisser répondre à ça. Mais
Tu sais, moi, pour avoir été une des personnes ayant fait la course à la chefferie en 2025, moi, c'est une des plus grandes expériences de ma vie parce que j'ai pu le faire en accord à mes valeurs à l'intérieur d'un parti qui a envie de rêver la ville et qui amène les gens tranquillement vers le futur aussi. Puis je pense que, comme je l'ai dit, on est le parti de tous les courages. Moi, j'ai une petite question. Je pense pas qu'on l'a abordé, mais il y a des élections qui sont prévues parce que là, vous avez été nominé, c'est ça? Et du coup, après, est-ce qu'il y a des élections prévues ou est-ce que vous allez rester en poste? Comment... C'est une excellente question. Donc, effectivement, je suis chef intérimaire. Le mot intérimaire est important. Donc, le temps que on replace tout le monde et tout ça, on va pouvoir réfléchir de manière globale à comment on veut faire une prochaine course à la chefferie. Donc, moi, mon mandat se rend jusqu'à la course à la prochaine course à la chefferie. Donc, on va prendre le temps de s'organiser et tout ça pour repartir un tel processus. Donc, je n'ai pas, vous comprendrez, je l'ai dit à la blague, là, mais j'ai été nommée le 12 novembre, j'ai été assermentée le 13 et nous sommes le 3 décembre. Donc, je n'ai pas pu tout faire en même temps. Bien sûr. Mais, tu sais, dans les prochaines, je pense qu'on prend le temps, puis ça reste quand même que des élections, c'est toute une expérience, puis j'ai comme envie de faire un appel à vos auditeurs et auditrices. Allez vivre une campagne électorale. Tu sais, s'il y a un parti qui vous branche, d'aller faire du porte-à-porte. D'accompagner un candidat, d'aller poser des pancartes, juste pour vivre l'expérience. Tu sais, c'est quelque chose pour nous comme candidats, parce qu'on accepte d'être public puis de mettre nos faces sur des pancartes. Mais j'ai comme envie d'envoyer le message. Donc, tu sais, c'est pas rien. Petite tranche de vie de ma première campagne en 2021, puis ça va faire le lien avec l'urbanisme. Des fois, on voit des gens faire du porte-à-porte, tu sais, puis ils passent d'une maison à une autre. Mais des fois, il ne faut juste pas oublier le cadre rebâti. Donc, la première fois que j'ai fait du porte-à-porte, en 2021, c'était une canicule. Mais moi, je suis à Rosemont, dans des duplex puis des triplex. Il fait encore plus chaud à l'intérieur. J'ai monté des escaliers. Je me souviens, je suis rentrée chez moi puis j'avais un ventilateur en pleine face. J'étais comme... C'était la période de pré-campagne avant l'élection. J'ai dit, c'est le 12 août, puis il faut que je me rende au 8 novembre. C'est un excellent moyen de se remettre en forme, là. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que ça peut être une belle occasion à vivre que de vivre une campagne électorale. Donc, là, on vient d'en sortir. On va se rendre à Noël. Puis, en même temps, c'est intéressant. À chaque année, c'est l'adoption du budget. Donc là, tranquillement, pas vite, on sait que le budget va s'adopter. Donc, on va prendre le temps de se placer, commencer 2026 sur le bon pied. Un de mes engagements comme chef intérimaire, c'est aussi d'aller voir les membres, d'aller voir les militants. Je vous disais que Projet Montréal est un parti qui est démocratique. On a un système où on a des associations locales dans les arrondissements. Donc, on a des membres qui se mobilisent par rapport à des enjeux locaux à travers le parti. Donc, j'ai le goût de faire le tour de ces associations locales-là. On a des comités aussi sur certains thèmes. Mon but, c'est d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des membres, des militants, puis des citoyens, puis de leur dire « Hey, bonjour, on est Projet Montréal, puis ça vous concerne, puis vous êtes important, puis le travail qu'on fait, on le fait pour vous, mais on a envie de le faire avec vous. » Rémi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais justement, j'étais en accord quand Projet Montréal, c'est un parti qui veut représenter évidemment tous les Montréalais. Mais il y a aussi également il y a des arrondissements qui ont été remportés par Projet Montréal, d'autres par Ensemble Montréal. Et moi, j'avais cette question-là, c'est quasiment personnel la question, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. C'est quoi les leviers et les pouvoirs qu'on va dire un arrondissement qui est, mettons, sous Projet Montréal pour faire des projets d'aménagement de la rue? Tu as parlé du carré Auger. Je me posais la question, est-ce que si c'était pas aligné entre la ville-centre et l'arrondissement, est-ce que ça aurait pu se faire ou non? Et je terminais, je sais que François Limoges, le maire de l'arrondissement Rosemont, a une volonté de vouloir raccommoder le parc Marquette
entre de la rue Bellechasse pour récemment les consolider les deux parcs ensemble. Et je me demandais est-ce que c'est toujours possible? Est-ce qu'il y a toujours le pouvoir de faire ça ou il devra dialoguer avec la ville-centre pour être capable de faire ça? Et je me demande comment ça va jouer tout ça. Parfait. C'est une excellente question qui me permet de réexpliquer comment la Ville de Montréal fonctionne au niveau municipal. Montréal, il y a l'île de Montréal et il y a la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, c'est 19 arrondissements. Quand on parle de l'île de Montréal, en termes municipaux, on va parler de l'agglomération de Montréal. C'est la ville de Montréal et les 15 villes liées. Je vous invite, il y a eu un très bel article sur Mme Louise Harel qui parle des fusions-défusions. Au début des années 2000, il y a eu cette volonté de vouloir fusionner des villes. Il y a eu un changement de gouvernement. Les gens ont dit non, on ne veut pas. Donc, Montréal, qui était une ville, une île à l'époque, est devenue une ville, les 19 arrondissements, et l'île de Montréal, donc l'agglomération avec ses 15 villes qui ont décidé de se défusionner. Donc, pourquoi j'explique ça, puis je vais venir là-dessus, c'est que il y a différents paliers à l'intérieur de l'appareil municipal. Il y a le niveau de l'arrondissement, il y a le niveau municipal qui est la ville de Montréal et le niveau de l'agglomération. Donc, il y a des responsabilités qui émanent de l'arrondissement. Donc, il y a des aménagements comme le carré Augier. L'aménagement relevait de l'arrondissement. La beauté de la chose, c'est qu'il devait faire du travail en sous-sol au niveau des structures de l'eau. Donc, la Ville-Centre s'en est mêlée. Donc, on a pu travailler ensemble pour raccommoder tous les aspects d'égout et faire un bel aménagement qui est résilient au niveau des changements climatiques et des pluies abondantes et qui est sécuritaire. Donc, il y arrive ce genre de dualité-là où l'arrondissement, la ville-centre qu'on appelle, donc le niveau de la ville et l'agglomération doivent communiquer ensemble. Maintenant, tu me parles de la rue Bellechasse. Parce que les rues sont aussi classées. Il y a des rues dont l'arrondissement peut faire des interventions, puis il y a des rues que c'est la ville-centre, le municipal, le niveau ville de Montréal qui peut intervenir. Donc, ça dépend le cas. Puisque c'est lié à un parc, on peut avoir cette juridiction d'intervenir par rapport au raccommodement. Une des choses qu'on a prémis pendant notre campagne électorale 2025, c'est qu'on a une rue qui divise un parc. Puis l'idée, c'est de pouvoir raccommoder ça. On veut prendre le temps de le faire de manière temporaire, de le faire en collaboration avec les citoyens. Mais effectivement, la question, elle est bonne parce qu'on se dit, bien, la rue, elle appartient à la ville-centre. Est-ce qu'eux pourraient vous bloquer sur un projet d'aménagement comme celui-ci? C'est tout dépendant le type de projet puisque c'est lié à un parc. C'est pas nécessairement la même chose. Wow, OK. Donc, ça demande de pouvoir tout le temps s'ajuster par rapport à certains projets. Donc, je vais prendre un exemple. La rue, le boulevard Saint-Michel. On voulait faire des changements par rapport à la vitesse. On a pris le temps de valider ça parce que c'est une rue quand même qui relève, qu'on appelle une rue artérielle. Il y a les rues locales, collectrices et artérielles. Donc, les rues artérielles relèvent de la ville. Mais tu sais, on a regardé, est-ce qu'on peut essayer d'abaisser, il y a des enjeux de sécurité. Donc, ça demande de négocier. Nous étions à l'administration, donc il y avait quand même une collégialité puis un esprit. Une ouverture, quoi. Ouais. Il y a quand même une ouverture là. On va vivre une autre réalité. Puis c'est là qu'on va devoir faire preuve d'ouverture. La mairesse a décidé de faire une initiative qu'on appelle la table des maires, où il y aura des discussions entre maires sur certains enjeux. Donc, je pense que ce sera peut-être, puis on va voir, les premiers pas n'ont pas été faits encore, mais ça va être de voir si on pourra avoir des conversations sur comment on ajuste ou comment on travaille sur certains projets, tant dans un aspect d'arrondissement et de ville-centre aussi. Parce que souvent, puis laissez-moi vous lancer un pavé dans la mare. C'est intéressant parce que souvent, il faut voir qu'on est une ville, mais on ne vit pas toutes les réalités dans tous les mêmes arrondissements. Donc, il y a des arrondissements qui sont plus excentriques, on va dire. On va passer à Rivière-des-Prairies, on va passer à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on va passer à Montréal-Nord, où il y a des enjeux quand même quand on parle de transport en commun, où il y a des aménagements. Il y a quand même des choses qui avancent. Il y a une ligne bleue. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de la STM avec le tunnelier. Ouais. Donc, tu sais, il y a quand même des choses qui avancent. Mais il y a des enjeux aussi où ils n'ont pas de manière équitable les mêmes types de services. En même temps,
de l'autre côté, Rosemont, le plateau, le centre-ville, a quand même une pression venant de beaucoup de gens qui viennent vers eux. Donc, tu sais, il y a des services qui sont, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui habite à Ahuntsic, à Ahuntsic, là, sur le bord de Montréal-Nord, puis qu'il va à l'UQAM, il n'y a plus de place pour venir étudier, ben il se dit, il y a une bibliothèque sur le chemin au métro Rosemont qui est la bibliothèque Marc Favreau. Ben ça, c'est un service qu'on peut offrir à tout le monde. Il y a un aspect local, mais il y a un aspect aussi qui peut être un petit peu plus large au niveau de la ville. Donc, il y a une question de pression par rapport aux services qui sont offerts. Puis je le rappelle, les 3 arrondissements les plus populeux, le premier est Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et Rosemont-la-Petite-Patrie. Puis c'est fou, là. Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est à peu près entre 141 et 146 000. Juste Rosemont, on peut... Tu sais, il y a des villes qui sont définitivement plus petites. Ah, mais beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça serait quand comme même, la là, 12e ou la exactement, 10e là. ville du Québec. Là, c'est ça. Donc, tu sais, dans cette dynamique-là, on va la découvrir. La posture de l'administration par rapport à comment ils veulent collaborer, s'ils vont vraiment être équitables. Certains d'entre eux diraient que, ben nous, on n'a pas reçu le soutien de notre administration. Moi, je vais leur dire respirer par le nez. On va espérer aussi qu'ils soient équitables, sachant que nos arrondissements aussi sont ceux où il y a une pression à offrir des services à un plus grand nombre de personnes aussi. OK, je vois. Fait que ça c'est une posture aussi par rapport à comment votre opposition, vous allez négocier. Là. C'est intéressant. Il y a plein de choses, mais Ouais, c'est quand même une vérité, comme je le disais. Totalement. Au-delà du 146 000, on a des axes qui sont importants. Il y a des gens qui viennent vers chez nous, puis c'est correct maintenant, mais eux aussi ont des réalités, puis je suis très sensible à ça parce que quand on parle d'équité, il y a des enjeux qui leur manquent aussi. Puis je le dis à tout le monde, un jour, prenez le métro, puis ça, c'est pour des gens qui habitent plus dans les arrondissements centres, prenez le métro, allez à Henri-Bourassa, prenez la 48, prenez l'autobus Duplessis, l'autobus Perra pour se rendre à Rivière-des-Prairies. C'est toute une ride. Oh, c'est sûr. Et il y a aussi dans la conversation des éléments à tenir compte. Quand on dit que le Montréalais est la personne qui nous est très importante, c'est la personne qui prend les transports en commun. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. On peut avoir un discours aussi où on oublie que c'est plus de 60% des Montréalais qui sont locataires. Ça aussi, ça amène toute une réflexion sur comment on veut offrir. Donc, quand on parle de services, on veut s'assurer qu'on donne des services à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Donc, tu sais, ma job, c'est d'écouter tout le monde, mais de prendre des décisions pour le collectif. Ça, c'est un choix que nous, on fait aussi comme parti, en ayant en tête qu'on ne vient pas toutes des mêmes réalités, puis qu'on a des valeurs que nous, on défend, puis une vision de la ville, de où on veut s'en aller dans le futur. On va de nouveau faire une petite pause rapide, histoire de prendre une petite sip d'eau, de thé, de café. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont pris un petit café. Puis on reviendra à l'antenne. On va s'écouter Impermanence de Wa'ali. Et on reviendra dans quelques minutes sur Bitume avec vous, Eric. La posture puis les conseils publics, là. Et on va enchaîner. Raphaël, tu avais une question très intéressante un petit peu sur, oui, merci sur la Pascal. politique Mais ça fait le lien municipale. avec quelque chose qu'on se disait justement pendant la pause. Mais moi, ce que je trouve assez interpellant, c'est qu'aujourd'hui, avec notamment la nomination de Claude Pinard à la tête de son comité exécutif, Soraya Martinez, elle est en train de se détacher quand même assez fortement de la vision traditionnelle qu'avait Ensemble Montréal. Et là, je me demande comment est-ce qu'on fait quand on est un parti qui défend le cadre de vie, qui défend le verdissement, pour se démarquer par rapport à des choses qu'elle va mener, et pour ne pas que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, on ait l'impression que il y a un côté modéré, mais d'une même vision un petit peu. C'est une très, très belle question. Je ferai attention avant de lui donner le bon Dieu sans confession. Tu sais, elle se dit progressiste, mais elle dit la ville doit réfléchir comme un promoteur. Aux dernières nouvelles, c'est pas ça ma première responsabilité comme élu. Donc, pour Est-ce moi, que tu dis ça par rapport à sa vision de Airbnb, ou est-ce que vous dites ça par Mais en rapport général, elle a dit ça. Ouais, c'est pour vrai, elle, au niveau du logement, il faut qu'on est contraignant.
OK. On a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Mais moi, c'est là où j'ai envie de défendre le règlement sur une métropole mixte qu'elle souhaite abolir. OK. Moi, je veux dire que quand Projet Montréal est arrivé, il n'y avait pas de service de l'habitation. On l'a monté de pièces. Le règlement sur une métropole mixte était une façon de s'assurer qu'il y ait du logement social qui se construise. Parce que personne prenait la balle au bon par rapport à ça. Quand on dit on doit représenter tout le monde, des logements sociaux, là, ça reste une nécessité dans une métropole. Parce qu'on ne peut pas tout laisser, ça c'est notre vision des choses, au libre marché. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a à faire attention. Effectivement, les choses paraissent bien. Oui, elle a un Claude Pinard, Ouais, qui c'est est ça, un ancien de Centraide, qui a été à la Fondation Saputo, qui a avant travaillé pour l'entreprise Saputo et tout ça. Mais au-delà de son président du comité exécutif, je pense que ça vaut la peine de faire le tour. Tout le monde est de bonne foi, puis je tiens à le dire, tout le monde est de bonne foi. Être un élu, c'est un grand don de soi. C'est un niveau d'abnégation que les gens négligent. C'est juste qu'on ne campe pas dans la même posture pour faire la job. Puis moi, je le vois par rapport à certaines décisions qui ont été prises. Puis c'est pour ça que je ferai attention. Moi, de savoir qu'ils veulent abolir le règlement sur le métropole mixte parce qu'ils se disent c'est trop compliqué, les promoteurs. C'est une chose des promoteurs, mais tous les projets sociaux, vous allez les faire comment? Sachant qu'on n'avait pas toutes les coups des franges soutenus par le gouvernement du Québec pour le faire. Quand on parle d'avoir du courage, c'était ça aussi. Et lors de la campagne électorale, on a été ouvert de se dire il y a des choses à ajuster. Mais on réaffirmait l'importance que nous, on veut jouer. Autre point à l'ordre du jour, l'achat de terrain. Eux, ils vont rouler, là. Ça va être cool, là. Celle-ci, ça. Mais on a développé une stratégie d'achat de terrain pour être sûr qu'il y a des projets qui lèvent de terre. Et si vous saviez toutes les petites perles de projets qu'on a fait parce qu'on a tenu à cœur le fait que les Montréalais devaient avoir la place. On parle de la crise du logement, de la crise de l'itinérance. Moi, je l'ai dit, c'est une crise importante, c'est une question de dignité humaine. Mais comment vous allez pérenniser le toit de la tête de ces gens-là que vous voulez sortir de la rue? Là, ayons les vraies conversations. Donc, on avait l'impression que... on va pouvoir être capable de sortir. Désolé. De voir plus on va avancer qu'on est différent. Mais elle joue dans ces terrains-là. Elle Ouais, est encore c'est ça. sortie sur la crise de l'itinérance il y a 2 jours. Mais parce qu'il y a Claude Pinard, justement. On avait l'impression que le fait qu'elle ait pris Claude Pinard, il y avait une volonté, effectivement. Mais ça va prendre de montrer les limites et de sortir du conseil, d'aller... Est-ce que ça va prendre de sortir du conseil, d'aller dans la rue, comment est-ce que ça va se matérialiser, ça, finalement? Parce que, vu qu'elle joue sur ces terrains-là, elle aussi. C'est parce que c'est... Je trouve que c'est... Ce n'est pas juste de juste dire « Ah, nous, on va régler ça de même, le problème. » Non, c'est clair. La vérité qu'il faut être capable de dire aux citoyens, c'est qu'il y a des problèmes complexes. Je le disais, la ville, comme on l'administre, en 2010, n'est plus la même chose 15 ans plus tard. On n'est pas dans le même paradigme, puis il faut prévoir pour l'avenir. Donc, elle est sortie, puis pour moi, c'est important de saluer le fait que, OK, on veut faire des refuges, des haltes chaleurs, on prévoit des... Puis je pense que c'est la moindre des choses. Pendant la pandémie, on a levé la main, on s'est retourné de bord, puis on en a fait des haltes chaleurs. Maintenant, il y a des arbitrages qui seront faits. Et quels sont ces arbitrages? Autre chose aussi qu'on trouve bien étonnant, c'est qu'on parle elle veut demander plus de pouvoir pour traiter ce genre de dossier-là. Parce que, c'est important de le dire, on a certains pouvoirs, mais il y a des pouvoirs qu'on doit avoir de Québec pour prendre certaines décisions. Nous, pendant 4 ans, on nous les a refusés. Nous, on serait bien curieux de savoir par quel miracle le gouvernement va lui donner ceux-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, on reste pertinent. Dans la posture dont on a envie de faire, puis d'avoir le courage de décortiquer de manière simple des enjeux compliqués pour que les gens puissent aussi être interpellés. Donc, la politique peut être très facilement un clip, ça peut être un article de journal, mais c'est les gens sur le terrain tous les jours. C'est cette proximité-là. C'est d'avoir le courage de prendre des décisions difficiles pour aujourd'hui, mais pour le futur.
Puis moi, c'est là où je vois notre distinction. Notre vision de la ville, elle est claire. Ok. Puis on s'est jamais compromis dans celle-ci. Mais Rémi, ben oui, je t'en prie. Ben c'est ça, justement, par rapport à la vision de la ville, puis que vous avez une vision claire, on pourrait dire que le clivage qui se sent le plus par rapport à Ensemble Montréal et Projet Montréal, c'est le fait qu'ils ont toujours gardé un certain flou, puis je prends vos mots, là, d'un flou de savoir, OK, est-ce que piste cyclable ou non? Et là, justement, on voit un peu de ces miettes-là de est-ce que ça va être tout le temps sur les 4 ans qui vont arriver de Henri Bourassa, la piste cyclable La Joie, je pense que c'est ça, qui est dans Outremont, À à Tatéken. À Dadegen, là, je veux juste rappeler que c'est le prolongement du rêve Saint-Denis. Puis le rêve Saint-Denis, il part de la jeunesse en haut, là. Puis il y a du monde qui descend, là. C'est pas juste... Puis on est sensible au fait qu'il y a des réalités. Mais il faut penser les choses, non pas juste dans d'une seule vision, mais il faut être capable de tout prendre en compte avant de prendre une décision éclairée. Vous parlez des pistes cyclables. Moi, je tiens à le dire. La plupart du temps, un réseau cyclable sécurise aussi les piétons. C'est une réflexion sur comment on aménage, puis on s'assure de la sécurité des gens. Je veux juste rappeler à nos auditeurs et auditrices, 2013, 2014, 2015, le nombre de cyclistes et de piétons qui se faisaient tuer dans les rues, les gens oublient. On a pris le courage de dire non, ça suffit. Et c'est là aussi, ce n'est pas juste une vision de « Ah, mais on est juste des cyclistes ». C'est une meilleure cohabitation de tout le monde. Et on a un enjeu, contrairement à d'autres villes, on est une île. Donc, on a un territoire qui est défini. Je ne peux pas faire comme la ville où j'ai grandi, Sherbrooke, où ils peuvent faire de l'étalement urbain. Nous, on est régi. Parallèlement à ça, pandémie. Pandémie arrive, les gens ont envie de sortir de l'île. Justifié, légitime, mais ça fait que le parc automobile a augmenté plus rapidement que la population sur un territoire donné. Et moi, ma job, comme élu, c'est pas juste de favoriser le cycliste, l'automobiliste ou le piéton, c'est que l'individu, dans la manière dont il se déplace, je dois m'assurer de sa sécurité. Et je le rappelle, le réseau cyclable représente même pas 5% de tout le parc. Donc, je comprends, puis ça va être notre rôle de défendre ça. C'est que, est-ce que c'était beaucoup de changements en même temps pour des gens? Peut-être. Mais au-delà de simplement le voir pour le réseau cyclable, puis Henri Bourassa, est un bon exemple de ça. Moi, je reviens aux gens qui prennent l'autobus et qui doivent se rendre. C'est tout ça un corridor de mobilité en autobus. Puis je pense qu'il y a des choses où les gens ont été brusqués, puis c'est « Ah, mais là, il y a beaucoup de choses, puis là, c'est beaucoup... » Mais moi, je dors tous les soirs en ayant en tête la vie et la mort des citoyens dans leur quotidien. Et ça, c'est la responsabilité. Puis, je suis pas là pour faire pleurer personne, mais c'est la décision que j'ai prise en devenant élu. Et moi, j'ai décidé de joindre une formation politique qui se soucie de ça. Je rajouterai par-dessus. Moi, l'été dernier, il y a eu des grosses pluies au mois d'août. Et moi, je me souviens, j'ai appelé mon collègue Justin Posé, qui est conseiller du district à côté. Puis on était comme, oh mon Dieu, c'est ça qu'il y a du monde qui se font inonder. Parce qu'on voyait Saint-Léonard se faire inonder, là. Une rue qui a été très, très inondée, oui. Là, on se rappelle, là, ouais. Puis, tu sais, je vais citer Mme Plante à l'époque, mais moi, je me souviens, cette journée-là, puis on n'a pas reçu de courriel de gens qui s'étaient fait inonder. Mais ça, c'est des choix dans la manière dont on a décidé d'aménager le territoire. Je me souviens, la mairesse qui a décidé de refaire des trucs. Parce que une des visions auxquelles on a été confrontés avec Ensemble Montréal, c'était, nous, on va avoir les affaires comme d'habitude. Mais il faut être capable d'avoir des conversations difficiles aussi avec des citoyens. Non pas parce qu'on ne les considère pas. Puis il y a des choses qu'on peut faire autrement. Mais la responsabilité de l'aménagement du territoire pour le collectif d'aujourd'hui et de demain reste une responsabilité importante. Donc, et je comprends le clash, puis je pense que j'espère juste pas qu'on va tomber dans quelque chose qui va être « Ah, mais là, on va servir telle personne, telle personne, telle personne. » Ce n'est... faut être capable d'avoir ce pas de recul-là pour réfléchir. Puis
c'est possible qu'on ait pris des décisions qui ont brusqué. Moi, ça, je suis très ouverte au fait que les gens disent « Hey, c'était beaucoup d'affaires, là, on vous trouve bien le fun, mais c'était beaucoup de choses en même temps. Très d'accord. En même temps, moi, je veux rappeler aussi la probité qu'on a face aux engagements pour le collectif. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Erika. On va arriver à la fin de cette émission. Rémi, Raphaël, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben, c'est tout fait pour clôturer peut-être encore, mais moi, en Vas-y, fait, je j'ai t'en toujours dit que, genre, les pistes cyclables, c'est une question d'équité et de sécurité. Puis, parce que non seulement en termes de l'espace public que la voiture prend, comme tu l'as dit, c'est 5%. Moi, je pense que c'est quand même moins. Il y a des chances, je pense qu'il y a des places, c'est même... Entre 2 et 5 Ouais, c'est ça, c'est Par des rapport à fois, les l'espace de la chiffres- chaussée, là, public qui de lui chaussée, occupe ouais. plus de la 50%, là, c'est ça. Et je veux dire, on le sait, là, ça sauve des vies, les pistes cyclables. Là, on voit là, sur parc, là, quand il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe. Fait que, en tout cas, moi, c'est ma posture, Non, évidemment, mais Mais, parce que je vais c'est- finir là-dessus. mais ça demande d'accompagner les gens dans les changements de société. Mhm. Tu sais, moi, j'ai grandi, j'allais louer des films dans un Vidéotron, là. Quand j'ai déménagé dans mon quartier, au coin de Mawson et Beaubien, il y avait un Vidéotron où j'allais louer des films et des DVD. Aujourd'hui, c'est là où je vais renouveler mon téléphone quand j'ai envie de changer de téléphone. Et il n'y a plus de ces vidéos-là. Non. Il faut accompagner les gens dans ces changements-là. Je pense que c'est là où on peut faire des gains comme parti politique sans décider qu'on a besoin de se changer. Il est très facile de vouloir dire « je vais te donner ce que tu veux » sans nécessairement dire la vérité sur le rôle citoyen et la conversation qu'on a entre élus et citoyens. La démocratie, c'est Barack Obama lors d'une conférence à Montréal qui le disait « Democracy is work ». Puis j'ai la responsabilité d'être honnête avec vous par rapport à ça, malgré les inconforts, malgré les moments de choc, les pertes, les gains, les espoirs et nos aspirations. Voilà. Merci beaucoup, Erika Alneus. C'était un plaisir de vous recevoir Ouais, sur vraiment. Bitume. Je pense que ça a pu un peu plus éclairer le positionnement que vous avez au sein de Projet Montréal. Ben, merci à vous. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Ça a été Et un plaisir salutations aussi. à vos auditeurs et auditrices. C'est ça. Bah, merci beaucoup encore une fois. Et puis, je crois que vous avez un concert là dans pas très longtemps. Oui. De Lauryn Hill, c'est ça? Oui, donc Ah, on je aurait- vais me ramasser une bouchée et aller voir la grande Lauryn Hill. J'espère qu'elle sera là parce que des fois, elle vient pas. Je le sais, mais je vais croiser les doigts et les orteils pour la voir. Donc, Parce qu'il me je semble fais- qu'elle passe 2 fois, c'est pas ça ce Oui, soir? là, je vais prendre le spectacle de De 21h30. 21h30 qui pourrait être à 23h, c'est ça? Oui. Et la vérité, moi, je l'ai vu en 2011 avec mon frère. Et on nous avait dit les portes ouvrent à 6h30, le spectacle est à 9h30, et les portes se sont ouvertes à 9h30, et le show était à minuit et demi. Voilà. Donc, qui vivra verra. Tout à fait. Et on va se terminer. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, On va terminer cette émission avec un petit extrait musical d'un morceau qui s'appelle Look Creative feat Nicolas Craven. Et on se retrouve dans 2 semaines sur Bitume, sur choc.ca. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, merci beaucoup. Ah oui. Non, c'était Ouais, vraiment franchement, le fun. c'était le fun, là. Ah, c'était le fun. J'ai vraiment passé un beau moment. Ah, c'est cool ça. Non, Ben, nous aussi. vraiment, là, c'était vraiment, partagé. vraiment le fun. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.